OK. باهي rebonjour الأولاد. دونك توا ولا فما النومبر معناها باش نجمو نقراو. قبيلة كنا un seul étudiant. بعد ولينا جوج توا 6. دونك توا on peut commencer le cours نتاعنا. باهي دونك ça va ساعة اش عاملين الأولاد؟ ça va Spring les cours؟ est-ce que vous m'entendez الأولاد؟ اي مدام سافا ما مش توب يعني اللي على شنو par rapport à quoi معناها؟ لا بارابور يعني كور وكلش كان لي نتبع ما مش كان لي 100% مدام يعني pour être franc يعني خاطر مع لي ميني بروجي وكل شيء سيت سيمين هي الديدلاين لازم تكون لابليكاسيون بيتا حاضرة دونك باش نقول لك حتى وقت نتاع راحة ما كيفاش يقولوا ما لقيناش مدام خلي عادة باش نقراو لي ماتير الآخرين مش حتى سبرينغ مدام يعني مش كان سبرينغ حتى لي ماتير الآخرين. فهمتك. أما معناتها essayer d'être au moins à jour معناها ومن بعد de travailler les autres matières في les vacances مثلا وكل. أما essayer معناتها de ne pas laisser les cours s'accumuler خاطر من بعد معناتها ça va prendre beaucoup de temps معناها pour se rattraper par rapport aux différents modules معناتها. c'est un conseil ليكم انتوما par rapport aux différents modules. فهمتك. معناتها فهمتك. باهي OK. Donc normalement la dernière fois donc le cours portait sur la partie JSF relative à la partie cloud. Donc je vais commencer par un rappel par rapport à ce que nous avons vu jusque-là concernant la partie JSF. On va attaquer la dernière partie de notre cours. Aujourd'hui, on va voir les petites parties, les dernières parties par rapport au GSF, il y a filter, le converter et le validator. On va attaquer la partie AOP. D'accord? Donc, rappelons ce que nous avons vu jusque-là par rapport à la partie JSF. Donc, on a dit que Spring, il ne donne pas une technologie de vue. Donc, ce qui fait qu'on doit utiliser une technologie de vue. Pour nous, on a opté pour JSF par rapport à la partie web. D'accord? Donc là, nous avons vu la partie... nous avons parlé du modèle MVC1 qui a été utilisé pour la technologie servlet JSP, qui sont aujourd'hui des technologies obsolètes, qui ne sont presque plus utilisées aujourd'hui. Bien sûr, vous allez pouvoir peut-être trouver des entreprises qui travaillent encore avec, mais ce n'est presque plus utilisé maintenant aujourd'hui. Donc, nous avons opté pour ce module-là à la technologie JSF. Bien sûr, on aurait très bien pu utiliser une autre technologie comme Angular ou autre. Donc, c'est un choix par rapport à ce module-là. Après, vous allez pouvoir appliquer donc une autre technologie de vue sur une autre technologie web sur vos projets Spring. D'accord? Donc, nous avons vu le projet Spring. Donc, la première partie qui consistait à avoir... Je ne sais pas si vous avez vu les enregistrements de la dernière fois. Donc, je vous ai mis l'enregistrement d'une autre classe puisqu'il y a eu une absence collective. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le contenu du cours. Donc, après avoir fait la partie login ici, donc login, mot de passe, si le login et le mot de passe sont bien corrects et vous cliquez sur le bouton connexion, donc il va vous rediriger vers la page welcome. Donc ça, c'était la première partie, le TP authentification. Après, la dernière fois, ça portait sur la partie CRUD repository. Autrement dit, on voudrait également faire appel non seulement à la page welcome, mais en plus, au niveau de la page welcome, à faire un choix par rapport aux différentes fonctionnalités. Gérer les employés, par exemple, qui contient les parties ajout, modif, suppression, et la partie ajouter un contrat à un employé, qui consiste à ajouter un contrat à un employé.
Je ne sais pas si vous avez travaillé sur ce TP, hein, le TP de l'autre fois, si vous avez eu des problèmes par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie déjà? Donc, normalement, euh, donc, les objectifs de la séance de l'autre fois, c'était le TPJSF authentification parfaitement fonctionnelle. Donc, je vous ai mis, donc, on a expliqué la partie JSF CRUD qui consistait à faire le CRUD par rapport aux différentes entités. Nous avons parlé de l'affectation, comment affecter un élément à un autre élément. Déjà, il faut tenir compte de l'association, du type de l'association, puisque pour pouvoir effectuer une affectation quelconque, c'est très important de considérer qu'il faut toujours affecter l'entité child qui contient le map by à l'entité parent, sinon ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si je prends l'exemple ici de timesheet, donc là, si, par exemple, je voudrais affecter une entreprise à un département, donc là, il faut obligatoirement agir sur le Beaufort département et pour pouvoir modifier l'entreprise, sinon ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est une remarque très importante. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions en plus par rapport à la partie timesheet. Donc ça, c'est des remarques par rapport à des questions fréquentes. Après, bien sûr, si vous avez d'autres questions par rapport à la partie timesheet, repository, entité, service, etc., n'hésitez pas à poser vos questions aussi, hein. Ben, après, nous avons parlé de la partie fetch, hein, qu'il faut modifier à fetchtype.eager si vous allez avoir à récupérer une liste, par exemple ici, à partir d'une entreprise, vous voulez afficher la liste des départements. Donc là, le fetch type de cette association One to Many, il est par défaut, il prend la valeur lazy par défaut. Donc il va falloir le forcer à eager si vous voulez récupérer la liste des départements relatifs à une entreprise bien déterminée. Ben, après, nous avons également évoqué la notion de cascade qu'on a déjà expliqué, hein. Donc, la notion de cascade, par exemple, pour pouvoir supprimer une entreprise et sa liste de départements. Donc, il va falloir activer le type de cascade, lequel, est-ce que vous m'entendez? Donc là, normalement, au niveau de l'entreprise, vous voulez supprimer également l'ensemble de ces départements, hein. À chaque suppression d'une entreprise, vous voulez également supprimer la liste de ces départements. Donc, il va falloir activer le type de cascade qu'on a déjà évoqué, le cascade type.remove. Sinon, donc là, le cascade type.all, il englobe déjà la totalité des types de cascades que vous pouvez utiliser. Par exemple, cascade type.persist, par exemple, cascade type.merge, .refresh, .remove et .détache. Donc là, pour pouvoir supprimer par exemple, aussi un département et tous ses employés en même temps. Donc, il va falloir activer le cascade type qui lui est associé au niveau de l'association en question. Ça, on l'a déjà évoqué, d'accord? Après, une autre remarque importante, il faut faire la différence entre, euh, donc là, le fait, par exemple, d'affecter un département déjà existant à une entreprise déjà existante. Déjà, donc ça, c'est une affectation. Alors qu'on pourrait, par exemple, également exiger de l'ajout et de l'affectation en même temps. Donc, ajouter et affecter. Donc, il faut faire donc la différence entre les deux et prendre en considération que les deux opérations sont différentes. Bien sûr, ça dépend de l'énoncé
et de ce qu'on vous demande de faire. Donc ça, c'était un rappel par rapport à ce que nous avons vu. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce que vous avez travaillé sur ce TP Timesheet, sur les parties authentification et CRUD? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Ok. S'il n'y a pas de questions par rapport à ça, donc je passe à la dernière partie par rapport à JSF, qui est la partie Filter Converter Validator, qui vise à donner plus d'options par rapport donc à la partie web. Donc après avoir déjà effectué les parties relatif à l'énoncé du timesheet, les différentes entités, les différentes associations entre les entités, les différents services exigés. Donc maintenant, il va falloir donc attaquer aussi la partie. Donc il va falloir attaquer également la partie relative à notre CRUD, ça on l'a déjà fait. Maintenant, on voudrait également faire d'autres fonctionnalités, rajouter de nouvelles fonctionnalités par rapport à nos pages web déjà créées. Donc normalement, ça c'est notre page Welcome qui va nous permettre d'être dirigés vers la partie gestion des employés, la partie ajout d'un contrat à un employé. Maintenant, on voudrait également donc, sécuriser déjà une méthode. Comment sécuriser une méthode? Pour pouvoir sécuriser une méthode, normalement, par exemple, la méthode d'ajout au niveau de la page Welcome, par exemple, ou autre, donc, il va falloir rajouter du code au niveau de cette méthode-là. Donc, la solution, c'est d'adapter votre méthode aux différents contrôleurs. Par exemple, ici, pour l'ajout d'un employé, donc il va falloir modifier au niveau du code. Vous dites, par exemple, ici, si l'utilisateur, il sait bien, donc il n'est pas connecté, ou bien il s'est connecté et il s'est déconnecté. Donc, logged in est égal à false. Donc là, note logged in, c'est-à-dire que la valeur de logged in elle est égale à false. Donc, dans ce cas, il va me retourner à la partie login, donc à la page de login. Donc, mais dans ce cas, la page welcome.jsf, elle reste toujours accessible, même si nous n'avons pas effectué la connexion, ou bien on a fait la connexion et on a cliqué sur le bouton se déconnecter. Donc, pour pouvoir les sécuriser, donc il va falloir passer par la notion de filtre, c'est-à-dire donc assurer la création d'une classe, par exemple login filter, qu'on va nommer login filter par exemple, qui va implémenter donc la classe déjà existante filter, donc grâce à javax.self, donc la partie filtre qui existe déjà et qui va nous permettre de faire appel donc à la partie donc comment sécuriser une page en juste indiquant de quelle page il s'agit. Par exemple là /pages/étoile pour dire l'ensemble des pages qui sont créées au niveau du dossier pages sous le dossier web app qui est toujours le chemin absolu de nos pages JSF. D'accord? Donc, il suffit de créer ce bin-là, donc login filtre, qui va nous permettre d'utiliser les options de filtre à travers juste l'indication des pages que vous voulez sécuriser. D'accord? Donc, ça, c'est une façon de faire pour pouvoir indiquer qu'il va falloir charger ce bin-là au démarrage. Donc, il suffit d'ajouter ce bin-là pour indiquer qu'il va falloir charger ce bin-là à chaque démarrage. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, au niveau de login filter qui implémente déjà filtre, donc on va pouvoir à travers la méthode doFilter donc indiquer que l'on voudrait sécuriser
nos pages pour faire en sorte à ce qu'il n'entre à la page Welcome que si il est bien connecté, c'est-à-dire Get Logged In est bien existante, que l'utilisateur est bien connecté, que Get Authenticated User n'est pas nul, donc qu'il est parfaitement connecté pour que l'on puisse accéder aux différentes pages, notamment la page de Welcome qui existe déjà au niveau du dossier Pages. D'accord? Donc, ça par rapport à comment sécuriser une page ou un ensemble de pages grâce à l'utilisation de la notion de filtre. Donc, il suffit de rajouter donc la notion de filtre. Donc, par exemple, ici, login filtre, et d'indiquer par rapport à chaque page donc les différentes exigences. Par exemple, ici, donc, on indique qu'il va falloir si il n'est pas autorisé à accéder, il va falloir le rediriger vers la page de login directement. Donc, il va être redirigé vers la page de login et donc, il ne va pas pouvoir accéder à la page welcome et bien sûr, il ne va pas pouvoir accéder à la méthode add employee que s'il est bien connecté à partir de la page de login. D'accord? Ça pour pouvoir sécuriser une méthode, une page, un ensemble de pages grâce à l'ajout de la notion de filtre. D'accord? Après, pour pouvoir également assurer maintenant au niveau de nos formulaires, donc on a souvent besoin, comme ici, de faire des ajouts, donc d'assurer l'insertion d'une date, par exemple, d'un salaire, etc. Donc, au niveau de ces formulaires, on a besoin de la notion de conversion, puisque là, on fait la saisie d'une chaîne de caractères, alors qu'après, elle va être détectée comme, par exemple, ici, par rapport à la date, elle va être détectée comme une date. Par exemple, si je fais l'insertion d'un entier, donc ici, à partir d'un salaire, à partir donc d'une chaîne de caractères, il va être converti au type de salaire que l'on a indiqué au niveau de notre base de données. Donc déjà, là, à partir de nos interfaces, donc on est en train de faire des conversions finalement. Donc, pour pouvoir faire des conversions, il y a deux types de conversions. Il y a les conversions, là, implicites. Implicites, par exemple, par rapport au float converter, donc il m'effectue la conversion à partir d'une chaîne de caractères en float et l'inverse après, pour pouvoir le récupérer d'une base de données et l'afficher ici, il est en train de faire l'opération inverse, c'est-à-dire à partir d'un float, il est en train de le convertir en chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher ici. Donc déjà, il y a la notion de conversion implicite, float converter, boolean converter, integer converter, etc. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on est en train de faire au niveau de la partie JSF. Donc là, H2.input text, d'ailleurs, ne pas oublier le H2. Hein, ça, c'est très, très, très important, puisque donc ça indique que nous allons utiliser les balises HTML selon la vision JSF, c'est-à-dire à quelques modifications près. Donc, c'est très important de mettre les H2 et ne pas les oublier. D'accord? Donc, là, par rapport à la partie salaire, donc c'est nécessaire donc d'indiquer bien sûr au niveau de la partie JSF qu'on va donc sélectionner un salaire, alors qu'au niveau du controller, donc il a un type bien déterminé, float par exemple, alors que au niveau de la partie JSF, on n'a rien indiqué par rapport au type de cet élément-là. Donc vous voyez là que la conversion, elle est déjà effectuée d'une façon implicite. D'accord? Ça par rapport au type float, boolean et integer, par exemple. Après, il y a la possibilité de convertir une date, par exemple. Alors là, il va falloir indiquer explicitement cette conversion, donc explicit converter, et donc il va falloir l'indiquer. Au niveau déjà de la partie JSF, déjà, donc vous voyez que là, vous avez votre input text. Ben, après, pour pouvoir sélectionner la valeur dont vous avez besoin, donc value égale, et vous indiquez employee controller.date début. Donc là, pour pouvoir faire la saisie d'une date, ça dépend du format que vous voulez saisir.
Donc, par exemple, là, ici, au niveau de mon écran, par exemple, vous voyez que là, la séparation entre le jour, le mois, l'année, c'est des slash. Alors que là, par exemple, quelqu'un d'autre, il voudrait, par exemple, les afficher en les séparant par des tirets, par exemple, au niveau d'une date. Donc, c'est important de préciser ce qu'on appelle le pattern, c'est-à-dire le format que vous voulez donc pour pouvoir faire la saisie de la date. Et donc, il va falloir respecter ce format-là pour pouvoir effectuer correctement la saisie de cette date-là. Donc, vous voyez que là, en utilisant le F de point cette fois, c'est-à-dire pour dire qu'on va utiliser la partie JSF, on a parlé déjà de ces différents boîtes à indiquer. Je vous montre. Juste un rappel par rapport à ça. Donc, vous voyez ça, ce qu'on appelle les XMLNS, XML Naming Spaces, F2. H2. UI, etc. Donc, par exemple, le F2, c'est pour dire qu'on va utiliser des composants en respectant JSF, selon JSF, donc le JSF Core. Alors que là, en utilisant le H2, c'est pour dire que nous allons utiliser les parties HTML, mais qui sont définies différemment par rapport à la partie JSF, c'est-à-dire qu'on va utiliser des parties par rapport à HTML en respectant JSF. D'accord? Donc là, au niveau de la date, il va falloir convertir explicitement cette date-là, puisque là, au niveau de nos interfaces, on est en train de faire la saisie d'une chaîne de caractères qu'il va falloir convertir selon le pattern que vous indiquez, par rapport à la date, par exemple. Donc ça, c'était par rapport à la conversion explicite où le contrôleur, il s'attend à avoir une date selon la partie convert date time, selon le pattern qu'on exige là. Sinon, JSF, il traite le champ comme un champ de type texte et le converter explicite ici, il va assurer cette conversion de chaîne de caractères à date. D'accord? Et l'inverse, bien sûr, pour pouvoir afficher, par exemple, ici. Pour pouvoir afficher les dates, il fait l'opération, bien sûr, inverse. Est-ce que ça va, Laulette? Donc là, nous avons évoqué donc la partie filtre, la partie converter, et nous avons parlé des deux types de converter, le converter explicite, le converter implicite. Vous me dites si ça va ou s'il y a des questions, Lauleda. Ok. Donc après, nous avons la notion de ce qu'on appelle validator, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Par exemple, ici, je voudrais faire la saisie des différents champs requis pour pouvoir ajouter un contrat et l'affecter à un employé. Alors là, donc nous allons saisir un salaire. Le salaire, par exemple, quelqu'un pourrait venir pour faire la saisie du salaire et ne rien mettre ici au niveau du salaire et cliquer sur le bouton ajouter contrat. Alors que normalement, on doit obligatoirement avoir un salaire pour pouvoir créer un contrat. Ça, c'est une possibilité. Donc, le fait d'avoir une exigence par rapport à une valeur qui n'est même pas saisie par rapport au salaire. Sinon, on pourrait également avoir au niveau d'un formulaire le salaire égal à 0. Donc, ça aussi, ce n'est pas logique par rapport à un contrat d'avoir un salaire égal à 0. Donc, dans ce cas, ça va être utile d'utiliser ce qu'on appelle la notion de validator. Le validator, donc c'est ce qui nous permet d'assurer ou de mettre des contraintes par rapport à une valeur à saisir. Par exemple, ici, le salaire. Donc, pour ce faire, au niveau de l'input text, donc vous allez
choisir un ID. Bien sûr, vous savez que là, on travaille en utilisant HTML, c'est-à-dire en utilisant la notion de composants reconnus grâce à leurs ID. Donc là, value égale contrat bin.salaire pour pouvoir récupérer un salaire. Donc, on va activer déjà l'option de required. Required est égal à true, c'est pour dire que on pourrait pas passer à partir de ce formulaire que si on a bien une valeur au niveau de ce champ-là. Required est égal à true. Après, required message, c'est pour dire que si quelqu'un ne fait même pas la saisie du salaire, donc qu'est-ce qu'on va insérer ici? Donc, required message est égal à le message que vous voulez afficher. Par exemple, le contrat doit spécifier le salaire. Après, validator message, pour dire que l'on voudrait faire des contraintes par rapport aux valeurs saisies. Une fois les valeurs saisies, on voudrait par exemple définir un salaire qui ne peut être que compris entre 350 et 3500 par exemple. Donc dans ce cas, il va falloir indiquer donc ceci à travers un message. Par exemple, le salaire doit être compris entre ces deux valeurs-là. Après, pour pouvoir mettre cette contrainte-là, il va falloir utiliser le validate double range, bien sûr en rajoutant le F de point pour dire que c'est en respectant le JSF Core. La valeur minimale, vous l'indiquez, minimum égal, maximum égal, et vous dites c'est par rapport à quel élément. L'élément, il est reconnu grâce à son ID, donc c'est pour validate salaire. Après, vous pouvez également modifier, par exemple, la mise en forme du message à afficher grâce à h2.message for égal et vous mettez l'ID, validate salaire et vous modifiez, par exemple, le style, la couleur verte, par exemple, pour pouvoir avoir cet affichage-là. Donc ça, par rapport au validator qui nous permet d'indiquer des contraintes par rapport à un champ donné, par exemple, le salaire. Après, on pourrait également exiger, par exemple, un pattern, c'est-à-dire un format par rapport au login, par exemple, grâce au validator toujours. Donc, en indiquant cette fois, bien sûr, required est égal à true, required message, le champ, par exemple, est obligatoire. Vous l'indiquez au cas où il ne vous met même pas de mail. Donc, vous allez avoir ce message-là. Sinon, si vous voulez indiquer un format à respecter, donc vous rajoutez F2 point, validate regex, le pattern, vous mettez votre pattern que vous exigez. Ceci est une expression régulière qui exige donc les différentes parties à avoir au niveau d'un login, donc au niveau d'une adresse mail. D'accord? Donc, vous allez pouvoir, bien sûr, définir le format que vous désirez. Il n'y a pas d'exigence par rapport à ça. Ça, c'est juste un exemple pour dire que nous allons respecter l'expression régulière suivante. D'accord. Après, donc bien sûr, vous allez pouvoir définir, si vous le désirez, une expression différente. Hein. C'est juste un exemple pour dire que on pourrait exiger ce qu'on veut par rapport à la conformité à une expression régulière bien définie. Est-ce que ça va, Lavlet? Vous me dites si ça va ou s'il y a des questions. Ça, c'est la toute dernière partie, la petite partie à rajouter au niveau de la partie JSF par rapport aux pages que vous avez normalement créées donc la semaine dernière. Hein, ça, c'était le travail de la semaine dernière. Donc, à rajouter maintenant la notion de validator, la notion de converter, la notion de comment sécuriser une page grâce à la notion de filtre. Ça, c'est à rajouter par rapport à ces pages-là par rapport à cet exemple-là. D'accord? Vous me dites s'il y a des questions. Oui. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des questions? Ok, très bien. Donc maintenant, nous allons passer à la partie d'aujourd'hui, qui est la dernière partie de notre cours, nommée AOP. Donc déjà, je voudrais savoir, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça?
D'accord, on va de toute façon le découvrir ensemble. Donc, déjà, pour rappeler Manta, les principes utilisés par rapport à Spring, nous avons parlé de l'IOC, de l'inversion de contrôle, nous avons évoqué sa forme principale, qui est l'injection de dépendance, etc. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel aspect prénommé AOP. Donc, en deux mots déjà, ça sert à quoi cette notion-là? C'est pour modifier le comportement d'une méthode, par exemple, sans modifier le code de celle-ci. Ça, c'est le principal objectif de la notion d'AOP. Donc, nous allons le définir ensemble. Nous allons la définir, cette notion. Donc, nous allons parler de ces différents principes et de comment on va pouvoir l'implémenter. Donc, AOP, déjà, c'est l'abréviation d'Aspect Oriented Programming ou la programmation orientée aspect qui permet de rajouter des comportements à des classes ou à un ensemble de méthodes, etc. Donc, rajouter un comportement, c'est-à-dire pouvoir rajouter des traces, pouvoir assurer la gestion de transactions, par exemple, c'est-à-dire en rajoutant, par exemple, au niveau d'une méthode, par exemple, au niveau d'une méthode, par exemple, si on avait ici un ensemble de transactions par rapport à cette méthode hello, par exemple, donc un ensemble de transactions en général utilisées dans le monde des finances, donc en rajoutant at transactional, donc là, en rajoutant transactional, c'est ce qu'on exige par rapport aux transactions, c'est le principe de tout ou rien. C'est-à-dire que si on a une liste de transactions, soit on effectue la totalité des transactions, soit on n'effectue aucune transaction. Donc ça, c'est important. Par exemple, ça, c'est de l'AOP. En fait, là, on est en train de pratiquer de l'AOP grâce à la notation transactional pour dire que, par exemple, si vous allez retirer 100 dinars d'un compte numéro 1 et mettre ces 100 dinars au niveau d'un compte numéro 2, c'est-à-dire que là, donc, il va falloir prélever cette somme et la mettre au niveau du compte numéro 2. S'il y a un problème quelconque durant cette opération, c'est qu'il faut tout arrêter, tout annuler et rendre bien sûr les 100 dinars au compte numéro 1. Ça, c'est le principe de a transaction. D'accord? B, ça, c'est un exemple d'AOP. Ça, c'est un exemple de programmation orientée aspect. Donc, là, il s'agit d'ajouter des comportements par rapport à des méthodes ou à des classes sans toucher à ce code-là. Ça, c'est le principal. Donc, c'est ça, c'est la principale définition de la notion d'AOP. La notion d'AOP est l'un des concepts les plus importants par rapport à Spring. Donc, à part l'inversion de contrôle, nous avons la notion d'AOP. Si l'IOC, elle permet d'effectuer des injections d'un ensemble de bins dans d'autres, l'AOP permet d'enrichir les objets de nos classes. Donc, si on veut comparer donc l'AOP, la programmation orientée aspect par rapport aux autres types de programmation, par exemple la programmation procédurale, la programmation orientée objet et la programmation orientée aspect. Donc là, pour nous, par rapport à l'aspect, c'est une classe Java qui contient ce que nous appelons des advice, c'est-à-dire des aspects, donc qui vont nous permettre d'enrichir notre code. C'est-à-dire que l'AOP est une nouvelle façon de programmer où l'élément de base est l'aspect, mais bien sûr, on continue à utiliser la programmation orientée objet. Hein. Bien sûr, ce n'est pas en excluant l'utilisation de classes Java, bien sûr. Donc, on continue à utiliser la programmation orientée objet tout en enrichissant notre code grâce à la notion d'aspect. D'accord? En enrichissant notre code, c'est-à-dire par des fonctionnalités transverses, par exemple la notion de log, etc. Donc, on sépare
tout ce qui est technique de notre code. Alors que la programmation orientée objet, par exemple, c'est le fait donc d'utiliser des classes Java, c'est-à-dire que l'on se contente de ce qu'on a au niveau de notre code là. Alors que, en passant par la notion de programmation orientée aspect, on va pouvoir enrichir notre code, enrichir nos classes. C'est-à-dire que là, donc, en comparant la programmation orientée objet à l'utilisation de la programmation orientée objet plus la programmation orientée aspect, c'est que là, on aura notre code là et nous allons pouvoir l'enrichir en indiquant des emplacements, c'est-à-dire des join points, au niveau duquel on va pouvoir enrichir notre code par des advice, par ce qu'on appelle un ensemble d'aspects. Et les tirés que vous voyez là sont les point 4 par rapport auxquels on va pouvoir insérer notre enrichissement, les parties que l'on voudrait rajouter, sans toucher à notre code, c'est-à-dire sans modifier notre code. On va voir ensemble, donc, finalement, la principale problématique qui existait pour pouvoir donc opter pour la programmation orientée aspect. Donc, la principale problématique, c'est ce qu'on appelle le cross-cutting consent, c'est-à-dire le fait qu'on avait mélangé au niveau de notre code un mélange de tout. On avait tout, la partie métier, la partie technique, etc. Donc, là, donc il y avait un impact sur notre système, c'est-à-dire que les développeurs avaient à la fois à gérer la partie métier et la partie technique, sécurité, log, donc la notion de traçage, etc., la gestion des erreurs, donc le bon fonctionnement, la vérification du bon fonctionnement de leur système, etc. Donc il y avait énormément de problèmes par rapport à ça. Est-ce que vous m'entendez, Laouled? Est-ce que vous voyez mon écran déjà? D'accord. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions. Donc là, les principales problématiques, c'était la notion de cross-cutting consent, c'est-à-dire la partie métier était mélangée avec la partie technique. Donc, il y avait un problème par rapport à ça. Et donc, l'impact de cette notion de cross-cutting consent, c'était donc deux principaux éléments à retenir, hein, le tangling et le scattering. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir croiser ces mots-là dans le monde professionnel, etc. Donc, c'est important de reconnaître également ces noms. Déjà, le tangling, c'est par rapport au mélange du côté métier avec le code technique, tout ce qui est sécurité, etc. La partie scattering, c'est le fait d'avoir à dupliquer un bout de code, par exemple la partie technique, donc ce qu'on voudrait rajouter comme contrainte par rapport à nos différentes méthodes. Donc, il y avait une duplication de ces parties de code-là dans plusieurs endroits, par exemple le fait de tester la sécurité, etc. Donc, il y avait une redondance par rapport à ces parties de code. Donc, ça, c'est la notion de scattering. Donc, problème de maintenabilité généré par ces deux problématiques, le tangling et le scattering. L'AOP était la solution par rapport à ces problèmes-là. Comment? En rajoutant et en permettant d'enrichir notre code, l'AOP a permis de résoudre les deux problématiques de tangling et de scattering grâce à deux principaux éléments. Le SOC, la separation of concerns, la séparation des différents éléments, donc la partie technique, la partie métier, donc déjà la séparation de ces deux éléments-là pour faire en sorte à ce que le développeur soit concentré sur la partie métier, sur ses méthodes, sur ses services, sur la partie donc de traitement, alors que la partie technique, elle est traitée séparément dans des fichiers séparés qu'on va voir ensemble. Donc, l'SOC est finalement une solution par rapport à quoi? Par rapport au tangling ou par rapport au scattering?
Est-ce que vous êtes en train de suivre Laouled ou est-ce que je suis en train de parler encore? Là, c'est pour vous, Laouled, cette présentation. Et donc, est-ce que la separation of concerns, l'SOC, est-ce que c'est une solution aux problématiques, à la problématique de tangling ou à la problématique de scattering? Sachant que le tangling, c'est le mélange du côté métier avec la partie technique et le scattering, c'est le fait de dupliquer un ensemble de codes. Vous pouvez répondre directement au niveau du chat ou parler directement. Hichem, Fabrice, Racine, Weither. Juste désolé madame آخر question كلي جاتني un empêchement ما نجمتش نسمعك بالكدا juste كنت نجم تعاود لي خاطر désolé ما نجمتش. Les SOC, est-ce que c'est une solution au tangling ou au scattering? Donc, pour résumer, donc l'AOP, donc c'était une solution pour résoudre la principale problématique, c'est le cross-cutting concerns, qui consistait à donc à avoir deux principaux éléments, le tangling et le scattering. Donc l'impact sur nos systèmes, c'était ces deux problèmes-là. Le tangling qui consiste à avoir un mélange entre le code métier et le code technique, et le scattering, ça consistait à avoir une duplication des différents bouts de code dans plusieurs endroits de notre application. Donc, problème de maintenabilité, l'AOP a apporté une solution par rapport à ces problèmes-là grâce à deux notions, le SOC et le DRY, donc repeat yourself. La notion de separation of concerns, c'était de pouvoir séparer la partie métier de la partie technique, et le don't repeat yourself, c'était le fait d'éviter la duplication de code. Donc, les avantages, c'était par rapport à la maintenance essentiellement, plus une meilleure modularité, c'est-à-dire que l'on avait un code beaucoup plus ordonné, la partie métier bien ordonnée et la partie technique qui attaque les différents aspects autres que la partie métier. Donc, le SOC, c'était la solution par rapport au tangling, et le DRY, c'était une solution par rapport au scattering. Donc, tout ce qui est technique est à part, donc une maintenance beaucoup plus simple. Maintenant, comment pouvoir effectuer l'implémentation de la programmation orientée aspect? Est-ce que c'est clair déjà, l'Irkinège jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, comment on va pouvoir assurer l'implémentation de l'AOP? Donc déjà, il y a deux façons de faire, soit indirectement en utilisant les annotations, chose qu'on a déjà faite, et l'exemple, on l'a déjà pris, de la notation, par exemple, à transactional, qui consiste à utiliser déjà la programmation orientée aspect indirectement, grâce au fait d'appliquer la notion de tout ou rien. Donc, soit la totalité des instructions est effectuée, soit aucune instruction n'est validée. Après, on pourrait utiliser directement l'AOP à travers l'utilisation de vrais aspects
choses qu'on va voir aujourd'hui ensemble. D'accord? Donc, l'AOP il pourrait être utilisé via Spring AOP ou bien Aspect-J. Bien sûr, nous, on va utiliser Spring AOP qui, lui, il utilise déjà la notion d'Aspect-J. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus simple d'utiliser Spring AOP. Voilà pourquoi on va opter à ce choix-là. Et c'est en utilisant le design pattern proxy. Déjà, est-ce que quelqu'un peut nous définir? Vous pouvez écrire directement au niveau du chat. Un design pattern, c'est quoi? Le design pattern proxy, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous en avez entendu parler? Vous pouvez répondre directement au niveau du chat ou en écrivant à A pour parler. Hein. مادام نذكر بركا كان بروكسي يظهر لي اللي هو عبارة ديزاين باترن حاجة كيما هكا. Oui, proxy est un design pattern qui consiste à faire quoi? جوست باش نذكر جوست ما يخليكش تامبليمونتي يعني il peut implémenter la même interface يعني يخليك حاجة كيما هكا. La même interface en changeant quoi? Euh, en, en changeant la classe. خاطر نذكرها مانيش سيور بها جوست نذكر وقتها ما كتبت ديزاين باترن وعبارة ما يخليكش الانترفاس اما en changeant Ben, en fait, le design pattern proxy, il vous permet de changer le comportement d'une classe en ajoutant des améliorations et des enrichissements sans la toucher. Par exemple, user self amp, par exemple. Donc là, c'est une classe que nous avons créée pour assurer la partie service. User service amp, par exemple. C'est une classe, c'est un bin Spring que nous avons créé pour pouvoir assurer la partie service. Donc là, on pourrait créer une classe qui se substitue à cette classe-là en implémentant la même interface, mais en rajoutant un comportement supplémentaire sans avoir à toucher cette classe-là. Par exemple, une classe que l'on pourrait appeler par exemple le proxy, qui va implémenter la même interface et en rajoutant un comportement supplémentaire à ce qui est déjà décrit au niveau de User Service Amp. Donc finalement, cette classe-là de proxy, cette classe qui permet d'enrichir, elle contient les aspects, ce qu'on appelle les aspects, c'est-à-dire les parties que l'on a rajoutées, les améliorations, plus les méthodes déjà indiquées, les méthodes de l'interface en question. D'accord? Donc, l'AOP, elle utilise ce design pattern proxy qui nous permet de changer le comportement d'une classe en ajoutant des éléments sans la toucher. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair, là? oui ça va. Les autres? OK. Donc, l'AOP, son implémentation, donc on a expliqué le principe, l'utilisation, la problématique, les solutions. Maintenant, par rapport à l'implémentation, nous avons 5 points à définir, 5 points à connaître pour que l'on puisse donc travailler sur la programmation orientée aspect d'une manière directe. Nous avons déjà 5 éléments à définir: join point, point cat, advice, aspect et weaving. Join point, c'est l'endroit où l'on va exécuter notre méthode. Donc, l'endroit où l'on voudrait appliquer un comportement, un aspect. Par exemple, l'appel d'une méthode ou au lancement d'une exception ou autre. Donc, c'est l'endroit où l'on voudrait ajouter un comportement. Point cat, c'est l'expression
qui me permet de sélectionner un ensemble de join points. Par exemple, toutes les méthodes qui existent sous un package bien déterminé, toutes les classes qui existent sous un package, par exemple, ou autre. Donc, c'est le point 4, c'est l'expression, par exemple, before telle ou telle méthode, on voudrait appliquer ce comportement, etc. D'accord? Maintenant, l'advice. L'advice, c'est l'aspect. Donc, c'est le comportement que je vais appliquer. C'est le code que je voudrais rajouter. L'aspect, c'est la classe qui encapsule l'ensemble des advices que je voudrais insérer. Donc, elle est composée par un ou plusieurs advices. Advices qui sont donc la classe que l'on voudrait rajouter. D'accord? La classe, elle est annotée par la notation aspect pour dire que c'est un aspect, bien sûr. Et le weaving, c'est la notion de tissage, c'est-à-dire trisa en arabe, tissage en français. C'est pour dire que c'est la notion d'utilisation de la partie métier et de ce qui est nécessaire par rapport à la partie technique, sans avoir à modifier notre code, sans avoir à modifier la partie métier. D'accord? Donc, les point 4, c'est l'expression qui permet d'indiquer quelles sont les méthodes éligibles, c'est-à-dire les join points, c'est-à-dire les méthodes où l'on voudrait insérer ce comportement, cet enrichissement, cette amélioration du code. D'accord? Donc, il est possible de définir 5 types d'advice. La partie before pour dire que l'on voudrait appliquer avant d'exécuter la méthode, on voudrait appliquer tel ou tel advice, tel ou tel comportement. After, donc, after, au cas où donc il y a eu exécution avec succès de la méthode en question, donc on va avoir l'application de cette partie-là, after. Et after throwing, c'est pour dire que c'est après avoir eu une exception qui a été lancée. L'after, c'est quel que soit le cas, que ce soit avec succès ou avec échec. Donc, à partir du moment où vous avez terminé l'exécution d'une méthode, hop, on va avoir l'exécution de cette partie-là. Around, ça c'est la plus puissante en termes de fonctionnalité, puisque elle ne s'exécute pas directement, mais elle permet donc de choisir un comportement et d'exécuter le code décrit au niveau de cette méthode-là, de cet aspect-là, en ayant comme possibilité l'exécution de la méthode durant cette exécution. Donc, tout au long de l'exécution, vous allez pouvoir déterminer donc le moment où vous voulez exécuter votre méthode. Donc, vous avez le choix par rapport à quand vous voulez exécuter votre méthode. Donc, c'est l'advice le plus puissant. Donc, il faut être vigilant par rapport à son utilisation, contrairement aux autres, qui sont donc définis before, after throwing ou after returning. Donc, le around, ça, c'est différent. Il ne permet pas d'exécuter directement la méthode, mais plutôt donc d'exécuter l'advice que vous désirez. D'accord? C'est-à-dire en faisant en sorte à ce que, par exemple, ici, je vous montre, en prenant une méthode, par exemple, cette méthode-là, retrieve all users, par exemple. On choisit d'utiliser l'advice de type round pour cette méthode-là. Et là, on pourrait, par exemple, afficher un message et puis indiquer que l'on voudrait exécuter cette méthode-là et par la suite afficher un autre message ou effectuer une autre instruction, par exemple. Donc, le round, ça permet de décider quand je voudrais faire telle ou telle exécution de telle ou telle méthode. D'accord? Vous me dites si ça va ou s'il y a des questions, Lolita. Donc là,
je vais vous montrer un exemple. Donc là, ça c'est mon projet. Donc là, on a la partie entity, la partie contrôle, la partie repository, la partie service. Par exemple, ça c'est notre service qui contient les différentes méthodes relatives à l'entité user, donc au traitement par rapport à l'entité user self simple. Si je voudrais rajouter des comportements par rapport à ces différentes méthodes-là, on pourrait parfaitement le faire en créant, par exemple, un package de config pour dire que c'est par rapport à la configuration. En créant là, donc à travers la notation add_component, c'est pour dire que c'est un bin Spring. Vous savez que la notation add_component, donc elle a comme possibilité par rapport au bin Spring, on pourrait indiquer et spécifier s'il s'agit de add_component en général ou bien pour spécifier add_service, add_repository, add_controller, etc. D'accord? Donc là, le login aspect, c'est pour dire que l'on voudrait appliquer des aspects. Donc là, la notation at before, par exemple, pour activer avant l'exécution de telle ou telle méthode, je voudrais lancer cette méthode-là, par exemple. Donc là, execution, et vous indiquez les méthodes que vous désirez avoir par rapport à ce comportement-là. Cette expression-là, elle est déterminée grâce à ceci. Donc, point d'interrogation pour dire que c'est optionnel. Tout d'abord, public, private, etc. Ça, c'est par rapport aux modifiers pattern pour dire que vous allez donc indiquer les méthodes qui sont public, les méthodes qui sont private par rapport à ce comportement-là. Ben. Après, le type de retour. Il est absolument à indiquer. Si vous mettez un étoile, c'est pour dire que peu importe le type de retour, on va avoir telle ou telle exécution. Après, le nom de la classe, y compris le package, ça c'est une partie optionnelle. Ce qui est nécessaire à avoir, c'est la partie nom de la méthode ou des méthodes. Après, vous pouvez indiquer si j'ai telle ou telle exception, je voudrais lancer ce comportement. Ça, c'est optionnel. Sinon, si vous n'indiquez rien, c'est peu importe l'exception considérée. Après, ici, au niveau des paramètres, si vous mettez 2 points, c'est pour dire 0 ou plusieurs paramètres, c'est-à-dire peu importe le nombre de paramètres. Sinon, vous aurez très bien pu indiquer ici le nombre ou le type des paramètres que vous voulez exiger. Ça par rapport à cette expression-là, qui est indiquée au niveau de notre aspect, bien sûr à travers la notation add_aspect. Ça, c'est important. Après, une fois que j'aurai rajouté ces comportements-là, par exemple, est-ce que la partie, la méthode sayHello, est-ce qu'elle fait partie de cette expression-là? Comment je peux savoir si elle fait partie, oui ou non, de cette expression-là? Donc, peu importe donc, la portée de cette méthode-là, si elle est bien sous le package service, quel que soit le nom de la classe, quel que soit le nom de la méthode, quel que soit le nombre de paramètres, donc on va avoir l'exécution de ce bout de code. Donc, regardons la méthode, par exemple, la méthode hello, elle fait bien partie de la classe user self simple qui, elle existe au niveau du package tm.esprit.spring.service. Donc, peu importe le nom de la classe, peu importe le nom de la méthode, peu importe le nombre de paramètres, nous avons bel et bien ce comportement qui est déjà inséré sans avoir à toucher à notre code. Donc, seul inconvénient de la programmation orientée aspect, c'est que vous êtes obligé d'avoir des connaissances par rapport à ça, sinon ça ne pourrait vraiment pas fonctionner. Donc là, ces notions sont à connaître absolument. Donc, voilà, donc add component, add aspect. Bien sûr, on va rajouter le logger pour pouvoir faire nos tests, etc., pour pouvoir avoir
donc la partie journalisation, pour pouvoir voir le bon fonctionnement de nos méthodes. Donc log.info, etc. Ça va être bien sûr exécuté à partir de cette expression avant donc les différentes méthodes qui existent sous ce package service. Donc là, donc par exemple ici, le at before, on pourrait également, donc ça on l'a déjà expliqué. Ici, public, donc vous avez indiqué que cette méthode est public, sinon les méthodes private ne vont pas être considérées. Ici, le étoile, étoile, c'est par rapport à quoi? Déjà, les points d'interrogation, c'est pour les parties optionnelles. Les parties obligatoires sont le type de retour. Donc, étoile, c'est par rapport déjà au type de retour. Après, point d'interrogation. Donc là, étoile, c'est par rapport au type de retour. Après, il y a une partie également obligatoire qui est le nom de la méthode. On a mis un étoile, donc c'est par rapport à tous les noms des méthodes. Après, on pourrait également indiquer qu'on voudrait toutes les méthodes qui commencent par 7, par exemple. Donc, vous pouvez également indiquer que vous voulez tous les packages qui figurent sous ESP Online aussi. Donc, vous voyez que là, les différents point 4, vous les maîtrisez grâce à la connaissance des différents éléments qui sont insérés par rapport à ça. D'accord? Maintenant, passons au TP que l'on voudrait faire. Donc aujourd'hui, on a deux petits TP à faire pour pouvoir essayer les AOP. Donc on va créer un premier TP qui va nous permettre d'assurer le test par rapport à la journalisation. Donc là, voici les différentes méthodes à créer. Hello, calculer somme, calculer la différence par exemple. Ici, il faut obligatoirement ajouter au niveau de la méthode main la notation @enableAspectG autoproxy, sinon ça ne fonctionne pas. Hein, la programmation orientée aspect, ça exige cette annotation-là. Après, vous allez tester à travers la méthode main. Je vous montre. Là, grâce à ma méthode main, donc il suffit donc d'avoir donc là, voilà, la notation @enableAspectG autoproxy et hop, donc là, vous créez bien sûr les différentes méthodes que je vous ai montrées au niveau de la partie service et la classe de configuration, bien sûr, dans un package différent, bien sûr. Hein. Après, vous ajoutez l'aspect que je vous ai montré. At before, vous pouvez également tester le at after qu'on a expliqué aussi. Et vous créez la partie test unitaire, bien sûr, dans la partie src/test/java pour pouvoir tester cette application. Par exemple, tester le bouton droit dans le mouse. JUnit test. En attendant qu'il termine, donc le deuxième TP, la deuxième partie, c'est par rapport au ou la mesure de performance pour voir donc la durée que la méthode a pris pour pouvoir être exécutée. Donc, on va récupérer donc l'horaire du système et on va faire la différence entre donc le temps donc quand la méthode elle a terminé son exécution et quand elle a commencé pour savoir combien ça a duré l'exécution de cette méthode-là. Donc là,
Voilà. Donc, il a bien pu accéder à la méthode Hello, il a bien pu sortir de la méthode Hello. Donc là, par rapport à la partie Performance Aspect, la deuxième partie dont je vous ai parlé, donc il m'a également affiché quand il a terminé, combien ça a duré, le temps d'exécution. Donc, il a bien pu sortir sans erreur de la méthode Hello. Donc, la partie logging aspect, elle est bien valide. Et la partie performance aspect, par rapport à l'aspect relatif à la performance, pour évaluer la performance, donc il a bien été effectué grâce à la notation add around qui nous a permis déjà de récupérer le temps système, après d'exécuter la méthode en question, le site. هذه la méthode around dont donc le type around dont je vous ai parlé. Après, hop, ça nous a permis de récupérer la différence entre les deux laps de temps pour pouvoir récupérer le temps d'exécution exact de la méthode. Voilà, donc pour résumer, nous avons aujourd'hui terminé la partie AOP. Donc nous avons est-ce qu'il y a des questions, Lavled, par rapport à la partie AOP ou à la partie JSF ou la partie dont nous avons parlé aujourd'hui? Donc, EDS, c'est le dernier TP de notre module. Donc, la prochaine séance, ça sera une séance après les vacances, Inch'Allah, pour faire une révision par rapport à ce que nous avons vu jusque-là. Donc, le TP d'aujourd'hui, c'est par rapport à terminer la partie JSF relative à filter, converter, validator et la totalité du TP timesheet, les différentes parties de crew, d'affectation, de lister, de supprimer, d'ajouter, etc. Bien sûr, la partie JSF parfaitement fonctionnelle. Ne pas oublier de mettre un compte rendu en mode PDF qui contient l'explication de votre travail avec les imprimes écran, vos propres imprimes écran, pour que l'on puisse considérer votre travail et donc voir ce que vous avez fait exactement. Donc, je vais vous mettre le travail à faire qui consiste à terminer la partie, sécuriser une méthode à travers le filtre et la partie converter validator et la partie AOP qu'on vient de faire aujourd'hui, les deux petits TP, TP numéro 1, TP numéro 2. Bien sûr, le code, il est déjà au niveau du PDF. Donc, il s'agit de l'implémenter, de le tester et de mettre votre travail, votre projet, plus la partie compte rendu, bien sûr, pour chaque homework. Vous me dites, est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des questions là? Ok, donc je vous libère, je vous laisse le temps de travailler sur le TP. Et je vous recommande fortement de faire une révision par rapport aux différentes parties. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poster au niveau du Classroom. Donc, ou me les envoyer éventuellement pour voir votre travail s'il y a des questions ou s'il y a un problème quelconque. D'accord? Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et bonne journée.